Alors, bonjour Pierre et bienvenue chez nous, chez Cyberrésilience, ici à Gland. On est une jeune société que j'ai fondée avec 3 autres associés il y a 1 année et demie. Je viens moi du monde de l'IT. J'ai fait ma carrière d'abord chez Digital, puis chez Oracle. Et mes associés aussi viennent du monde des télécoms. On a fondé Cyberrésilience parce qu'on était parti d'un constat qui, en termes de sécurité, cybersécurité, le problème, c'est essentiellement l'humain. Le problème, c'est qu'on a, les 20 dernières années, répondu à ce problème-là en empilant les stacks technologiques. Et il est temps, aujourd'hui, de remettre le focus pour essayer de convertir ce maillon faible en un maillon fort de la chaîne. Alors, très rapidement, sans perdre trop de temps, on va essayer de vous expliquer ce qu'on fait chez Cyberrésilience. On a 4 lignes de business. La première, c'est toute la sécurisation de ce qui est infrastructure critique. Alors en Suisse, c'est un business qui décolle lentement parce qu'il y a un manque de régulation. La Suisse, autant sur le côté bancaire, a des régulations avec la FINMA qui sont très fortes. Sur le côté infrastructure critique, ça laisse à désirer par rapport à la France où l'ANSSI a déjà établi beaucoup de règles. La deuxième partie, c'est le cyber battlefield. Et là, on va commencer à toucher à ce problème humain. On est dans la salle de formation ici de notre cyber battlefield. Alors, qu'est-ce que c'est le cyber battlefield? On va faire le parallèle avec un pilote de chasse. Alors, un pilote de chasse, avant de le lancer sur un jet à 200 millions, il va passer un certain nombre d'heures dans un simulateur pour passer en revue tous les scénarios possibles et imaginables avant de prendre le vol et pour apprendre à avoir les bons réflexes. C'est exactement ce qu'on fait ici. On a un simulateur qui est, lui, composé de plusieurs éléments. Il y a un réseau très complet, avec tous les éléments d'un réseau. Et là-dessus, il y a un générateur d'attaque. 18 scénarios d'attaque qui sont déjà programmés dans le simulateur. Et puis, on va constituer des équipes pluridisciplinaires. On va prendre un responsable d'une infrastructure, responsable du firewall, responsable d'un SIEM et responsable du forensic. Et on va les faire travailler ensemble pour essayer de s'assurer qu'il y ait une compréhension commune du problème et de résoudre ce problème rapidement ensemble. Alors, ça, c'est la deuxième partie. Alors, comment on utilise ce cyber battlefield? Il y a plusieurs façons d'utiliser. Pour de la gestion d'incidents, classique, ok. Mais aussi, on peut faire de la gestion de crise. Et on va venir sur la gestion de crise et pourquoi la gestion de crise aujourd'hui est quelque chose d'important. Et le troisième aussi, c'est qu'on peut faire aussi du stress test. Ce réseau-là, on peut travailler sur le réseau qui est existant, mais on peut reconstituer le réseau du client. Et après ça, le stress tester pour voir quel est le taux de résilience de cette infrastructure. Et la dernière partie de ce qu'on fait, c'est des plateformes de threat intelligence qui nous permettent maintenant de pousser les clients dans d'un mode réactif à un mode proactif. Essayer de détecter les signes avant-coureurs d'une attaque et de la descendre avant qu'elle n'arrive au sein de l'entreprise. Voilà ce qu'on fait de manière générale chez Cyberrésilience. Alors, maintenant, on va parler d'un cas bien concret. Et pour ce cas-là, on a pris certaines de nos solutions que j'ai décrites tout à l'heure et on va les assembler dans un seul exercice. Et cet exercice-là, c'est la gestion de crise de cybersécurité. La Haute École de Genève est venue nous voir pour faire une gestion de crise pour leur classe de master. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait avec eux. Cette clinique a dû faire face à certains problèmes. Alors, le premier problème, c'est que comme elle avait été entièrement numérisée, on est à l'ère du digital, il y a eu un virus informatique qui a touché un serveur Apache et qui l'a descendu. Et le problème, c'est que tout a été bloqué. Ce n'était pas seulement les portes, c'était l'accès à l'infirmerie, l'accès aux soins, c'était un blocage total. Alors là, ça a été la première attaque qu'on a gérée de 8 h à minuit, avec les différentes étapes de cette attaque. Après ça, on est passé à une deuxième attaque, parce que, bien entendu, on a un contexte du GDPR, etc. La deuxième attaque, c'était une exfiltration de données. Alors, il y a des dossiers patients qui se sont retrouvés en libre circulation sur les réseaux sociaux, sur le Darknet, en vente sur le Darknet. Et là, naturellement, c'était une deuxième crise, entre 1 h et 5 h du matin. Dans l'exercice, il y avait une classe de 10 personnes, on a sélectionné, on a fait 2 groupes et on a créé
cellule pluridisciplinaire où il y avait des responsables technologiques, des responsables de la com, un chef d'équipe, etc. Et très rapidement, au début, on leur a donné l'exercice, on leur a donné le contexte. Une clinique de haut niveau qui a commencé à avoir des problèmes technologiques et tout ce qui se lie avec, tout ce qui a été lié avec ça. Et là, très rapidement, ils ont dû apprendre à détecter les signes avant-coureurs de l'attaque en utilisant notre plateforme de Threat Intelligence. Et très rapidement, après ça, on a basculé dans le Cyber Battlefield, qui est le simulateur, et on a déroulé une série d'attaques là-dedans. Et on a commencé à mesurer comment ils se comportaient. Ils devaient très rapidement d'abord détecter l'attaque. Ça, ils ont réussi à le faire assez rapidement, en utilisant d'ailleurs un outil de SIEM d'HP, ArcSight. Ils ont réussi au bout d'un certain moment à la stopper, mais ils ont bûché pendant plus d'une heure et demie après ça, parce que l'attaque se reproduisait en permanence. Il y avait un cron tab qui tournait en permanence et qui relançait l'attaque. Et là, voilà, c'est dans une attaque, il ne s'agit pas simplement de détecter et de stopper, il faut s'assurer que le nettoyage se fasse jusqu'au bout. Et une fois que cet exercice a été terminé, très rapidement, on a dû, après ça, basculer dans quelles sont les mesures d'urgence, comment on prépare un communiqué de presse et comment on prépare le CEO à aller parler à la presse. Alors, on a embarqué tout ça dans un exercice intégré qu'on a fait sur 24 heures. On a commencé un vendredi à midi, qui s'est terminé le samedi vers 10 heures par une conférence de presse dans l'Aula de l'HEG. En termes d'humain, il y a plusieurs axes sur lesquels il faut travailler. Le premier axe, c'est les compétences. Il faut savoir si les personnes qui font partie de cette gestion de crise ont le bon niveau. D'où l'importance de faire un assessment au début, une analyse d'écart, aussi bien au niveau organisationnel, processus et compétences humaines. C'est la première chose. Il faut vraiment s'assurer qu'ils aient bien compris l'exercice dans lequel ils se trouvent. La troisième chose qui est très importante, c'est que le dirigeant, le sponsor de la crise, soit très très clair sur les attentes qu'il a vis-à-vis de cette équipe. Il doit communiquer clairement qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut voir en termes de mesures d'urgence, comment calmer la presse avec un communiqué de presse qui met l'information au même niveau, et derrière, comment le préparer, lui, à affronter la presse dans une vraie gestion de crise. On a vu, nous tous, que depuis 2000, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'appelait effectivement les grandes crises de WorldCom, de Enron, etc., qui ont forcé le régulateur à être plus dirigiste avec les règles de Sarbanes-Oxley, qui a rendu les patrons personnellement responsables de ce qu'ils publiaient à la bourse. Alors, pour y arriver, tu as travaillé chez Hewlett-Packard, tu as travaillé chez Oracle, on a vu des silos s'organiser dans les entreprises parce que c'était le moyen d'avoir une consistance au niveau de l'exécution. Moi, je me rappelle très bien, en 2000, quand je gérais une grande région, j'avais toutes les fonctions sous moi. Et après, petit à petit, on m'a enlevé la finance, puis le back-office, puis le marketing, puis les alliances. Il ne me restait plus que gérer les ventes. Le problème, c'est qu'à l'époque, quand on était sur un plateau qui avait différentes fonctions autour de nous, il y avait une intelligence collective au niveau du groupe. Aujourd'hui, quand on arrive sur un plateau, il y a des cubes, et la personne à côté de toi n'a aucune idée de ce que tu fais. Alors, le problème maintenant avec la cybersécurité, c'est que c'est transversal comme problème. Ils s'en foutent complètement, les hackers s'en foutent complètement dans quel silo ils vont taper. Ils vont essayer de rentrer par la porte la plus facile. Et c'est important vraiment de se remettre à travailler l'individu, de prendre l'individu, l'organisation et la technologie dans un seul exercice opérationnel et de leur réapprendre les bons réflexes. Comme on fait ça sur 24 heures, ils ont vu qu'ils ont été poussés à la limite de ce qu'on est capable de faire. Sur 24 heures, il faut vraiment bien s'organiser, de pouvoir tenir, parce que ce n'est pas juste 2-3 heures où on règle un problème et on s'en va. Une crise de 24, 48 heures, etc., là, il faut vraiment s'assurer de voir que les équipes puissent se relayer, qu'il y ait certaines personnes qui aient des plages horaires pour pouvoir au moins faire le strict minimum au niveau sommeil, que la nourriture soit aussi adaptée,
qu'il y ait de la possibilité aussi de, quand il y a des périodes de pic et de stress, comment on se débarrasse de ce stress-là, s'il y a quelqu'un qui subitement fait un collapse, comment on gère ça, comment on redistribue les équipes, tout ça doit être anticipé avant la crise, parce que sinon ça peut aller aux catastrophes. Et une fois qu'on a fait le débrief technologique, débrief organisationnel, etc., il faut mettre les mesures de correction. Il faut capitaliser sur ces exercices. Il ne faut pas que ça reste un exercice académique. Il faut se dire, en termes de skills, en termes de process, qu'est-ce qu'il y a à tuner au niveau de l'organisation. Alors la cyberdéfense et la cyber-résilience d'une entreprise, ce n'est pas juste un problème de CISO ou de CIO. C'est un problème organisationnel. D'ailleurs, la décision de faire une gestion de crise se prend très haut dans une entreprise. Ça se prend au niveau d'une direction générale parce qu'effectivement, il faut mettre en ligne la communication, les process, l'organisation et la technologie. La technologie n'est que dans une cellule, une partie active de cette cellule-là. Ce type d'exercice est absolument crucial pour que l'entreprise soit prête le jour J, le jour où elle doit vraiment faire face à une vraie crise, qu'elle ait anticipé sur tous ces aspects-là et qu'elle ait pris les bonnes mesures et les bons réflexes. On n'apprend pas à nager en lisant des bouquins. Il faut se jeter à la piscine, il faut le faire. Et c'est exactement la même chose ici. S'il n'y a pas de pratique concrète où on mélange l'organisation, l'humain et la technologie dans un seul exercice opérationnel, il n'y a aucun cursus qui peut vous l'apprendre avec des bouquins.